Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Gilbert Doctorow, historien, analyste des affaires internationales et auteur de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Merci d'être avec nous. Il y a beaucoup d'évolutions intéressantes. Il semble que les Américains aient relancé la voie diplomatique. Je soupçonne que ce n'est pas une coïncidence, étant donné que la situation militaire se dégrade. J'aimerais discuter avec vous de ce plan de paix en 28 points. Il n'est pas très précis. Une grande partie semble encore sujette à interprétation, et il semble qu'il puisse exister différentes versions qui ont été divulguées ou envoyées aux divers participants. Beaucoup de gens soulignent qu'il y a ici de nombreuses failles. Cependant, je dirais qu'il nous faut bien un point de départ, et je ne partage pas vraiment le pessimisme ambiant. S'il existe une certaine ambiguïté, différentes versions ou d'autres moyens de rapprocher des positions très éloignées, cela ouvre au moins une base de discussion. Donc, encore une fois, il pourrait simplement s'agir de rallier tout le monde. Mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Comment comprends-tu cette feuille de route vers la paix? Eh bien, je ne pense pas que l'intention américaine ait été de rallier tout le monde. L'Europe est clairement à l'écart et le calendrier est dicté par bien plus que des considérations militaires. J'écoutais hier une interview de Jacques Beau, et à juste titre, puisque c'est son domaine d'expertise, il insiste sur la situation militaire qui est critique. L'armée ukrainienne subit des défaites indéniables qui modifient toute estimation de l'évolution de la guerre. Je veux dire la perte de Kupiansk, la perte de Pokrovsk, ce sont des événements majeurs. Cependant, je ne crois pas que ces défaites soient à l'origine du calendrier de cette initiative actuelle. L'initiative a une autre justification pour être lancée maintenant. Premièrement, les Européens sont en désordre et n'ont pas les moyens financiers, à eux seuls, de continuer à fournir une aide essentielle à l'Ukraine l'année prochaine. Pour eux, la réunion sera, je crois que c'est le 15 ou le 19 décembre. Je ne me souviens plus exactement de la date de la prochaine réunion du Conseil européen, mais il s'agit de la rencontre des chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne. Il y a un mois ou il y a plusieurs semaines, lors de leur dernière réunion de ce type, ils ont entendu le veto de Bart de Wever, le Premier ministre de la Belgique, au plan de la Commission européenne visant essentiellement à confisquer les 180 milliards d'euros d'actifs européens détenus chez Euroclear et à ouvrir la voie à un prêt de 145 milliards d'euros à l'Ukraine, sur la base de l'idée qu'il s'agirait d'une avance sur les réparations qu'ils recevraient de la Russie, ce que nous savons tous qu'ils ne recevront jamais. Cette réunion aura donc lieu dans 3 semaines. En attendant, les Européens, en plein désarroi, sont incapables d'apporter une aide significative à l'Ukraine pour l'année à venir. Cela coïncide également avec le moment où les révélations dévastatrices de corruption au sein de l'entourage immédiat du président Zelensky, et probablement, à mesure que l'enquête progresse, de Zelensky lui-même, ont le plus d'impact. La conséquence en a été une chute très importante du niveau de soutien populaire à Zelensky en Ukraine. Par conséquent, son maintien au pouvoir est désormais très incertain. Pour ces raisons, cette nouvelle proposition ou ce plan de paix de l'équipe de Donald Trump revêt une importance majeure et a de fortes chances de réussir. Que veux-je dire par là? En raison du calendrier que j'ai évoqué, il doit être approuvé rapidement. Pas dans 6 mois, mais bientôt, c'est-à-dire à la date donnée par M. Trump, d'ici Thanksgiving, le 24 de ce mois. Et une pression maximale a été exercée sur Zelensky. Sa réaction initiale, comme presque tout le monde l'a remarqué, a été un grand non. Cependant, d'après ses déclarations ultérieures, il l'a accepté, pas pleinement,
mais il a fait un aveu public à la télévision devant la nation ukrainienne, affirmant que l'Ukraine subit une très forte pression de la part de son principal allié et soutien, les États-Unis. Et cela prépare le terrain pour qu'il signe le document dans les délais prévus. Mais quelle est l'importance de ce document? Il écarte complètement l'Europe du jeu. Il élimine les critiques internes, les néoconservateurs. Il écarte M. Rubio. Toutes les personnes qui ont trahi Donald Trump sont désormais écartées. Si les Ukrainiens l'ont accepté, la partie est terminée. Ils peuvent alors, à leur rythme ou dans la précipitation, discuter et affiner les points, car ces points sont des éléments de langage. Ce ne sont pas des dispositions d'un accord qui mettra fin à la guerre et remodèlera l'Europe. Mais ils indiquent une direction, et ces orientations contiennent des éléments très intéressants, y compris tous ceux que mes pairs s'empressent de souligner. La nature de M. Trump en tant qu'homme d'affaires, celle de M. Witkoff en tant que nouveau venu dans le domaine des relations internationales, l'incompétence de l'administration Trump, tout ce que mes pairs répètent, et répètent très bruyamment. Je pense que c'est une manière de mal interpréter délibérément ce que représente ce document. Même la caractéristique la plus singulière, le fait que les États-Unis aient pris le rôle principal dans la réinjection de fonds provenant de différentes sources, y compris une centaine de milliards de dollars ou d'euros issus d'avoirs gelés, bien qu'il ne soit pas précisé où, vraisemblablement des avoirs gelés en Ukraine, pour financer la reconstruction de l'Ukraine, montre que les États-Unis joueront un rôle déterminant dans la supervision et probablement dans l'allocation de ces fonds. Qu'est-ce que cela implique? Cela fait entrer en jeu les grandes entreprises américaines. C'est un levier important que M. Trump devra utiliser contre tous ses détracteurs nationaux, car qui va obtenir une bonne part des contrats pour la reconstruction de l'Ukraine? Il est clair que dans ce cadre, il y aura des entreprises américaines. Il y a même l'impertinence d'affirmer que l'Europe investira également 100 milliards d'euros dans la reconstruction, laquelle sera supervisée par les États-Unis, les bénéfices revenant aux États-Unis. C'est une approche provocante envers l'Europe, mais elle est justifiée par les faits fondamentaux concernant la position de chacun et les déclarations faites à propos de ce plan. Dès le départ, les premiers mots sur Euronews hier matin étaient un rejet du plan, car il s'agit essentiellement d'une capitulation de l'Ukraine aux conditions russes. Et c'est une décision prise en ne considérant qu'un seul élément du plan de paix, les dispositions territoriales, selon lesquelles l'Ukraine abandonnerait la partie du Donbass qu'elle contrôle encore et qui n'a pas encore été conquise par les Russes. Cela est jugé très offensant. En général, l'idée que l'Ukraine reconnaîtrait le droit de possession du Donbass et de la Crimée comme russe constitue une reconnaissance non pas de jure, mais de facto, inscrite pour les 100 prochaines années. En substance, cela reviendrait à céder ce territoire. L'Europe considère cela comme une capitulation. Mais mes amis, ce n'est là qu'une partie d'un plan directeur visant à réorganiser la sécurité dans l'ensemble de l'Europe. C'était l'intérêt fondamental des Russes depuis le début. Et c'est précisément ce que consacre ce plan en 28 points. La notion de pacte de non-agression entre la Russie, l'Europe et les États-Unis, ainsi que l'idée que l'OTAN et la Russie se réuniront pour désamorcer la confrontation qui existe actuellement et ne cesse de s'intensifier. L'opposition de l'Europe à ce plan n'est pas vraiment celle de l'Europe en tant que telle. Ce sont 24 dirigeants européens qui s'y opposent, car cela mettrait fin à leurs prétentions à rester au pouvoir. Von der Leyen, Macron, Starmer et Merz sont, à leur manière, l'équivalent de Netanyahou en Israël. Netanyahou détruit la région dans le seul but de se maintenir au pouvoir.
Ces dirigeants européens sont prêts à détruire l'Europe afin de conserver le pouvoir. Ils ne représentent pas les intérêts du continent européen, ni ceux des peuples européens. Il est donc compréhensible qu'ils soient déterminés à empêcher la mise en œuvre de ce plan. Mais je crois que si M. Trump réussit, et il tient, pour ainsi dire, un revolver sur la tempe de Zelensky, alors il réussira, et les dirigeants européens seront vaincus, tandis que les peuples européens seront victorieux, car ces dirigeants actuels seront balayés du pouvoir. Ils seront contraints de démissionner, puisque tout ce qu'ils défendent aura été renversé par ce plan de paix. Je pense que tu as raison au sujet du capital politique personnel qu'ils ont investi là-dedans au fil des années. À ce stade, on ne peut vraiment plus nier que le plus grand ennemi de l'Ukraine est devenu ceux qui ont prétendu la soutenir tout ce temps. Ceux qui ont évité toute issue pacifique et n'ont cessé d'escalader la situation au détriment de l'avenir de l'Ukraine. Mais il ne faut pas s'étonner que Trump cherche à neutraliser les dirigeants européens de cette manière. Je veux dire, ces derniers mois, il a dit qu'il pensait que l'UNO member était pire que la Chine. Il sait aussi que de nombreux dirigeants européens ont ouvertement soutenu Biden, au point d'interférer dans l'élection, les Britanniques compris. Il faut aussi se rappeler qu'à la fin de l'administration Obama, lorsque Obama a fait tout son possible pour compliquer les relations avec les Russes, afin de rendre difficile pour Trump toute amélioration de ces relations, eh bien, lors de la deuxième administration, les Européens se sont joints à ce désordre dans les relations avec la Russie vers la fin de l'administration Biden, avec les missiles à longue portée et leurs tentatives de saboter Trump à chaque tournant. Vous savez, je pense qu'il sait aussi que chaque fois que les Européens viennent à Washington pour le féliciter, l'appeler papa et tout le reste, ce qu'ils cherchent surtout à vendre, c'est quelque chose comme un cessez-le-feu inconditionnel. Quelque chose qui ressemble à la paix, mais qui est inapplicable. Et encore une fois, l'objectif principal est de diriger la fureur et la pression de Trump vers les Russes. Donc cela ne devrait pas, je suppose, être une grande surprise que, eh bien, si vous avez raison, le but serait alors de mettre les Européens de côté. Vous avez probablement vu ce discours d'environ 10 minutes de Zelensky devant un fond vert, avec une journée gris foncé derrière lui. Je suppose que ça correspondait aussi au message. Il faisait valoir que les Ukrainiens sont faits d'acier, mais que même le métal le plus solide finit par se briser sous une pression suffisante. Ce n'était donc pas un discours de victoire. Ce n'est pas un... Donc, il semble bien qu'il y ait une certaine reconnaissance du fait qu'ils arrivent à la fin ici. En effet, tout le discours était centré sur le dilemme. Soit nous nous battons, soit nous perdons notre, soit nous nous aliénons Trump, soit nous acceptons un accord qui serait profondément humiliant. Donc, par définition, c'est un dilemme sans bonne issue. Ce qui pourrait en réalité constituer une bonne porte de sortie pour Zelensky, en le présentant comme « Vous savez, ce n'est pas de ma faute. Vous savez, on nous a vendus ou trahis. » Mais en ce qui concerne l'architecture de sécurité plus large, puisque vous avez mentionné cela, comment voyez-vous cet accord façonner le système de sécurité global? Eh bien, les détails, bien sûr, ne sont pas là. Le message porte sur les lignes de communication et sur une démarche visant à détendre les tensions à travers l'Europe. Les conséquences sont claires. Une forte diminution du rôle de l'OTAN dans la sécurité européenne. C'est assez évident. J'ai réfléchi à la réaction russe, car cette question a été soulevée. Poutine a fait une déclaration en réponse à une question de Matvienko, la présidente du Conseil de la Fédération, qu'il a évoquée au début de la réunion virtuelle hebdomadaire du Conseil de sécurité russe hier. Elle lui a demandé de commenter le plan de paix, et il l'a fait. Les Russes sont restés évasifs.
M. Poutine était globalement enclin à soutenir le plan, mais il ne montre pas ses intentions, car s'il en disait du bien, cela donnerait simplement aux Européens une raison supplémentaire de crier que c'est essentiellement un plan russe. Et s'il en disait du mal, il nourrirait l'opposition intérieure à toute solution qui ne serait pas une victoire totale. À cet égard, je voudrais attirer l'attention sur mes pairs, dont certains se sont déjà exprimés dans des interviews hier, et je ne suis nullement surpris qu'ils rejettent ce plan, car il représente les positions maximalistes, ultranationalistes et ultra-orthodoxes des marges du Kremlin. J'insiste sur aux marges du Kremlin, car M. Poutine lui-même ne fait pas partie de ce camp. Il rejette tout ce qui n'est pas une victoire totale. Le problème avec cette position, c'est qu'une victoire totale est impossible, et personne ne veut affronter ce fait. Nous avons traversé presque 4 ans de guerre, et chaque fois qu'une victoire russe semblait se profiler, un nouveau niveau d'escalade apparaissait. Chaque fois, plus dangereux, plus irresponsable. Et maintenant, nous en sommes au point d'une irresponsabilité totale de la part des soi-disant dirigeants européens, affolés. Je pense à Macron et à Starmer qui ont tous deux déclaré, ces 2 derniers jours, qu'ils étaient prêts à envoyer et qu'ils enverraient des troupes en Ukraine pour la protéger. Autrement dit, une victoire totale de la Russie est impossible. La seule chose possible, c'est une guerre européenne totale. Par conséquent, l'idée que la Russie poursuive le combat parce qu'elle obtiendra un meilleur accord à la fin est totalement illusoire. Je regrette simplement que mes pairs s'y accrochent avec autant d'obstination, uniquement parce qu'ils détestent Trump. Ils refusent de reconnaître que cet homme pourrait faire quelque chose de bien dans ce monde. Ils sont aussi profondément investis dans cette position anti-Trump que le sont les néoconservateurs, ce qui est assez choquant. Mais c'est la réalité de notre situation actuelle. Eh bien, je partage votre pessimisme quant à la possibilité que la Russie cherche une victoire totale, car cela oublie qu'elle a déjà gagné la guerre. C'est tout à fait juste. Mais elle doit aussi remporter la paix ensuite. Et je pense qu'une victoire, sans que les Ukrainiens n'acceptent la défaite, ne peut se présenter que de 2 manières. Soit la Russie devra aller jusqu'au bout et prendre toute l'Ukraine, ce qui serait un véritable cauchemar, car elle ne veut pas s'aventurer dans les régions occidentales de l'Ukraine où personne ne l'accueillerait. Cela se transformerait en bourbier. Ou bien elle pourrait simplement s'étendre, aller jusqu'à Odessa, reprendre les territoires historiquement russes. Mais alors, elle laisserait les régions occidentales de l'Ukraine. Cela deviendrait alors un foyer de guérilla pour les décennies à venir. Et bien sûr, les Européens feraient tout ce qu'ils peuvent pour le soutenir. Évidemment, les Américains, du moins la prochaine administration, s'y joindraient probablement. Ce serait donc un véritable chaos. Toutes ces comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale et la défaite de l'Allemagne nazie, je ne pense pas qu'elles soient utiles, car il n'existe pas de voie claire vers une victoire militaire totale sans acceptation de la défaite de l'autre côté. Enfin, en réalité, c'est un mauvais exemple, puisque les Allemands ont fini par accepter la défaite. Cependant, pensez-vous que les Européens puissent faire quoi que ce soit pour inverser la situation? Je pense que la cause européenne, telle que définie par la direction actuelle de l'Europe, est sans espoir. Les solutions proposées par M. Trump sont bien sûr très insultantes pour New York. Soit, mais je pense qu'il prépare la voie à un changement de régime en Europe occidentale. Si ce plan avance, si la paix est établie, et cela pourrait arriver très rapidement, il suffit de regarder le calendrier. Les dispositions prévoient un cessez-le-feu immédiatement après la signature de ce plan et le début du retrait des Ukrainiens des zones qu'ils occupent encore dans le Donetsk et le Donbass, et évidemment le retrait des Russes
des oblasts non liés à la Nouvelle-Ossétie, c'est-à-dire les deux oblasts du Donbass, plus Zaporizhia et Kherson. Ils seraient également tenus de se retirer de Kharkiv. S'ils viennent juste de prendre Kupiansk, ils devraient aussi s'en retirer, ainsi que de Dnipropetrovsk. Ainsi, les retraits commenceraient et à ce moment-là, il y aurait un cessez-le-feu total. L'autre élément, c'est que cela est remarquablement civilisé de la part des Américains. Je m'attendais à ce que Trump tente d'organiser par l'intermédiaire des agences de renseignement, par la CIA, un coup d'État à Kiev, un remplacement de Zelensky, soit en le mettant dans un avion, soit en le mettant dans un cimetière. Un remplacement de Zelensky par quelqu'un comme Arestovitch, prêt à conclure une véritable paix avec la Russie. Au lieu de cela, nous lisons que dans un délai de 100 jours, il n'y aura pas d'élection. C'est remarquablement démocratique pour un changement de régime imposé par les États-Unis. Voilà pour M. Trump, soi-disant fasciste. Si tout le monde sait que M. Zelensky sera évincé du pouvoir, c'est une conclusion évidente. Qui sera élu à sa place? Eh bien, c'est une question intéressante. Oui, eh bien, c'est en effet très rapide. Toute cette affaire pourrait se dérouler rapidement. Je veux dire, elle pourrait bien sûr aussi s'éterniser. Il ne faut pas le considérer comme acquis. Mais je pense que la manière dont cela a été conçu, en donnant essentiellement un préavis d'1 semaine pour l'accepter, est assez rapide. Tout à l'heure, tu as mentionné que Thanksgiving tombait le 24. En réalité, c'est le jeudi 27. Désolé, enfin, des détails. Cependant, il semble que si Trump reconnaît que la raison pour laquelle ils ont eu ces conflits avec la Russie réside dans cette architecture de sécurité d'après-guerre froide qui crée une Europe sans la Russie. Encore une fois, cela était lié au modèle hégémonique et unipolaire. Donc si vous reconnaissez qu'il existe une multipolarité et que vous ne voulez pas pousser les Russes trop loin vers les Chinois, cela aurait du sens, si en effet la paix est ce qu'ils recherchent. Je suppose que la suspicion du côté russe est qu'il sera très difficile de faire la paix avec ceux qui ne la veulent pas. Et il y a toujours cette idée que, vous savez, ils ne savent pas si Trump essaie de s'adapter à un monde multipolaire ou s'il cherche simplement de nouveaux moyens de restaurer la domination américaine. C'est probablement la seconde option. Mais dans tous les cas, il est nécessaire que les États-Unis se retirent un peu d'Europe. Mais, comme nous l'avons dit juste avant, le besoin de, je suppose, reformater ou transformer l'Europe semble être en partie intégré à ce plan en 28 points, car le plan évoque des éléments comme le traité New START. Cela n'a rien à voir avec le conflit. Eh bien, on pourrait dire que c'est quelque chose destiné à attirer les Russes. Mais cela mentionne aussi que la Russie devrait être invitée à réintégrer le G8. Cela m'a fait sourire, car je ne me souviens pas que les Russes aient jamais demandé à rejoindre de nouveau le G8. Cela dit, cela correspond à l'idée que les questions bilatérales entre les États-Unis et la Russie sont résolues et que la Russie est encouragée à se réintégrer dans le système organisé par l'Occident, en s'éloignant un peu de l'ensemble BRICS. Je ne vais pas être trop pessimiste. Il est possible que les Russes acceptent l'invitation si elle se maintient. Ils ne vont pas quitter les BRICS. Mais dans un monde multipolaire, il faut composer avec toutes les parties. Mais en ce qui concerne un changement de régime en Europe, ne penses-tu pas que l'Europe commencerait à se désagréger d'elle-même une fois la paix revenue en Ukraine? Je veux dire, il y a beaucoup de problèmes qui s'accumulent depuis un bon moment. Oui, je pense que la direction de Thunderland va s'effondrer. Je pense qu'il y aura un nouveau vote de confiance et qu'il le perdra. Je pense que la faction ou le groupe Orban au Parlement européen prendra beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en a eu jusqu'à présent, bien qu'il représente déjà environ 25% ou plus des députés parmi ses partisans aujourd'hui.
J'aimerais me tourner un instant vers le caractère particulièrement américain et trumpien de plusieurs termes, c'est-à-dire le versant économique américain de la question. Comme je l'ai dit, je pense que Trump a l'intention de créer un soutien dans la société civile aux États-Unis pour ce qu'il entreprend en obtenant l'appui du monde des affaires. En ce sens, il s'inspire de Richard Nixon et de la politique de détente du début à la moitié des années 1970. Autrement dit, les grandes entreprises seront invitées par les Américains chargés de la reconstruction de l'Ukraine à y jouer un rôle actif. Et il existe des fonds dans ces programmes de développement, à nouveau supervisés par Trump et les États-Unis, où les intérêts économiques mutuels seront exploités, en utilisant l'argent actuellement gelé et en incitant également les Européens à détourner ce qu'ils s'apprêtaient à investir dans l'effort de guerre vers la construction de la paix. Cette idée selon laquelle de bonnes affaires font de bons amis et garantissent la paix constituait un élément fondamental de la politique de détente de Richard Nixon. Ce n'était pas non plus très éloigné du Parti social-démocrate, le parti de Willy Brandt, et de son approche de la détente avec l'Union soviétique. Il y a donc une continuité ici. M. Trump reprend des thèmes du Parti républicain, y compris ceux de Ronald Reagan sur la limitation des armes nucléaires, ou du moins sur leur encadrement. Il existe donc une continuité dans certains éléments de ce plan par rapport aux administrations précédentes. Et c'est un changement majeur par rapport à ce que nous avons vu au cours des 30 dernières années d'hégémonie mondiale américaine. Quant au G8, bien sûr, les Russes n'en veulent pas. Je me souviens clairement qu'après l'annulation du sommet du G8, qui devait se tenir en Russie, et l'expulsion de la Russie du groupe, Poutine s'était exprimé assez franchement. Il avait dit que ce n'avait pas été un grand plaisir d'en faire partie, car il était généralement invité seulement après le début des discussions, lorsque les 7 autres s'étaient déjà mis d'accord entre eux. On lui remettait alors leur déclaration commune, qui condamnait habituellement la Russie. Je pense que la situation actuelle est un peu différente. Il n'est pas seulement important pour Trump de réintégrer la Russie dans les structures de gouvernance mondiale dominées par les États-Unis et l'Occident, mais c'est aussi une manière de maintenir un dialogue permanent avec la Russie. Et dans un nouveau G8, la Russie ne serait pas isolée. C'est assez clair. Du moins, tant que Donald Trump reste président, la Russie aurait un défenseur en la personne du président américain au sein du G7, enfin du G8. Quant aux BRICS, je pense que Trump a déjà démontré la futilité de considérer les BRICS comme un soutien à part entière pour la Russie et l'économie mondiale en perturbant le commerce du pétrole avec l'Inde. Ceux, encore une fois, parmi mes pairs qui ont proclamé que les États-Unis ne pouvaient pas sérieusement nuire à la Russie sur le plan économique, ont simplement refusé de regarder ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines, y compris hier encore, lorsqu'un autre grand importateur de pétrole russe en Inde a cessé d'en acheter, non pas de facto, mais par déclaration. Par conséquent, l'idée des BRICS comme soutien vital pour la Russie a été réfutée, et je pense que cela sera reconnu très bientôt. Eh bien, concernant ce format du G8, consistant simplement à exercer des pressions, tout le monde faisant pression sur Poutine, c'est un schéma courant, non seulement dans l'Union européenne, mais aussi au sein de l'OTAN, vous savez, le Conseil OTAN-Russie. Les Russes se sont toujours plaints au fil des années de la même chose, que les pays de l'OTAN parvenaient à une position commune avant de les rencontrer. Ainsi, au lieu d'avoir des discussions ouvertes dès le départ, ils commencent avec cette puissante position de négociation collective pour faire pression sur les Russes.
Et même si les Russes parvenaient à résister à la pression de tous ceux qui adoptent la même position contre eux, il n'y aurait aucune possibilité de changement. Parce qu'une fois que vous avez traversé ce processus très difficile, consistant à établir une position commune entre tous les pays de l'OTAN, il ne reste vraiment plus de marge pour faire des ajustements. Cela s'inscrit donc dans cette idée conceptuelle plus large de la diplomatie d'après-guerre froide. Non pas pour trouver une solution commune, mais pour que le maître civilisationnel dise à l'élève civilisationnel ce qu'il doit faire. C'est ainsi que nous concevons désormais la relation maître-élève, remplaçant la véritable diplomatie. Mais ma dernière question portait sur les sanctions. Comme vous l'avez dit, certains cèdent à la pression. Là encore, il pourrait y avoir une solution de contournement à moyen terme. Mais néanmoins, le grand risque pour la Russie dans tout plan de paix est essentiellement qu'il devienne un autre accord de Minsk. C'est là toute la préoccupation. Que les Américains cherchent simplement à se regrouper, à façonner le champ de bataille d'une manière plus favorable, puis à relancer le conflit pour tout recommencer. C'est pourquoi il est important, bien sûr, que la Russie s'assure que le territoire soit sécurisé, que la taille de l'armée ukrainienne soit réduite. Toutes ces mesures qui peuvent diminuer les chances que l'Ukraine soit de nouveau activée comme puissance supplétive. Mais, comme vous l'avez suggéré, si les Américains veulent réellement la paix, c'est ce qu'ils visent. Comment expliquez-vous alors les sanctions contre la Russie? Car même hier, Trump soulignait que la Russie devait s'attendre à des sanctions très sévères. Dans quelle mesure cherche-t-il simplement à geler les lignes de front et, je suppose, à relancer le conflit dans une zone où il bénéficie d'un avantage plus compétitif? Encore une fois, c'est un thème majeur parmi les critiques des médias alternatifs tout autant qu'il a émergé de ce projet. Comment peut-on faire confiance aux États-Unis? La question que je renvoie est quelle est l'alternative? Vous voulez la Troisième Guerre mondiale? Il faut partir du principe qu'il s'agit d'un processus, non de la fin du processus. Qu'il ouvre le dialogue et reconnaît comme sujet digne de discussion ce que les États-Unis et leurs alliés ont nié depuis 30 ans, à savoir la reconnaissance des intérêts de sécurité russes. C'est donc raisonnablement porteur d'espoir. M. Trump n'est pas M. Biden. M. Trump n'est pas dominé par les néoconservateurs. Et je pense que dans les jours ou semaines à venir, il y aura des changements au sein de l'administration. Je ne vois pas comment Rubio pourrait rester secrétaire d'État. On m'a demandé, ah oui, quel a été le rôle du département d'État dans tout cela? Zéro. Parce que M. Trump avait compris que de haut en bas, le département d'État était pourri, entièrement dominé par des personnes installées après les purges que Cheney avait lancées lorsqu'il avait, en substance, pris le contrôle du gouvernement à la place de Bush après le 11 septembre. Et pour la même raison, je pense que M. Lavrov a été mis à l'écart. Les négociations sont probablement passées par Dmitriev sans la participation active de Lavrov. Ce qui explique pourquoi Zakharova a pu dire hier, la main sur le cœur, qu'il n'y était pour rien. Eh bien, n'y était pour rien. Lavrov non plus. Mais Poutine et Dmitriev, certainement. Ainsi, cela a vraiment été négocié par des émissaires et non par les institutions bureaucratiques normales d'un côté ou de l'autre. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de faire en sorte que cela fonctionne et de veiller à ce que cela ne devienne pas un Minsk III. Pour cela, de nombreuses dispositions de ce plan vont à l'encontre de cet objectif. En particulier le fait que la personnalité dominante dans toute cette affaire, M. Donald Trump, n'est pas Hollande, n'est pas l'incarnation de Merkel, ni celle d'une Europe russophobe. Il s'intéresse aux grandes entreprises commerciales entre la Russie et les États-Unis et y croit, aussi improbable que cela puisse paraître au vu du passé. Eh bien,
Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Mais si les entreprises américaines n'investissent pas dans des pays que le président et l'establishment politique des États-Unis ne soutiennent pas, eh bien, M. Trump donne maintenant tous les signes qu'il veut que cela se produise, et donc cela se produira. Il y aura une forte dynamique aux États-Unis en faveur d'un rapprochement et de meilleures relations avec la Russie. Par conséquent, Minsk est improbable. Oui. Eh bien, les rapports indiquent que Trump est prêt à exercer une forte pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte cela. Encore une fois, d'ici une semaine, en la privant non seulement d'armes et de logistique, mais aussi de renseignements. Je veux dire, on ne peut pas vraiment utiliser beaucoup de ces armes sans renseignements. Je pense qu'une grande partie de cela entraînera probablement, eh bien, la Crimée pourrait connaître des changements assez rapides. Donc je suis plutôt optimiste quant à l'ensemble du processus. Mais la principale raison, je suppose, c'est qu'il pourrait appeler cela un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Et encore une fois, c'est une façon très mal informée de voir ce conflit. Cependant, au-delà du langage, étant donné que cela mettrait un terme à l'expansion de l'OTAN et reconnaîtrait les préoccupations de sécurité de la Russie, c'est quelque chose dont nous n'avons même pas voulu discuter au cours des 30 dernières années. Donc, étant donné qu'il s'agit d'un aveu que l'architecture de sécurité développée, principalement celle organisée autour de l'OTAN depuis 30 ans, présente des failles et que c'est une source du conflit, c'est énorme. Parce que c'est bien là la source de la guerre. Une architecture de sécurité pan-européenne qui s'est effondrée. Elle reposait sur l'idée que la Russie deviendrait de plus en plus faible. C'est pour cela que nous avons adopté ce modèle au début ou au milieu des années 1990. Or, la réalité a changé, donc les institutions et l'architecture doivent évoluer. Le fait de ne pas l'avoir fait a conduit à la guerre. Et maintenant, cet accord semble reconnaître cela et aller dans une certaine direction pour y remédier. Donc, pour les Russes qui appellent à s'attaquer aux causes profondes, je serais réticent à rejeter cet accord comme une simple manœuvre, peut-être pour tromper les Russes. Avant de partir, avez-vous une dernière réflexion? Eh bien, je reste optimiste, même si je suis bien conscient des critiques, certaines tout à fait légitimes, selon lesquelles les termes de ces 28 points sont souvent vagues. Mais cela n'a rien de surprenant. C'est une orientation, une feuille de route. Ce n'est pas le document final et définitif qui doit encore être négocié par les parties. Mais ces négociations auront lieu pendant un cessez-le-feu. Le terrible massacre en cours cessera. Les Russes obtiendront ce qu'ils voulaient, à savoir l'ensemble du Donbass. Et c'est un bon début, bien meilleur que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Les États-Unis ont créé ce désordre et je suis très heureux de voir que les États-Unis, sous l'administration Trump, ont pris l'initiative d'y mettre fin. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est une position de départ. Et je pense que c'est important, car l'idée que des fonds russes soient remis à l'Ukraine, je ne peux pas imaginer que ça passe un jour. Cependant, étant donné que les territoires les plus endommagés sont ceux actuellement sous contrôle russe, je peux imaginer que les Russes acceptent que ces fonds soient utilisés pour reconstruire les territoires qu'ils contrôlent aujourd'hui, et aussi d'inclure d'une manière ou d'une autre les Américains dans ce projet. Mais encore une fois, c'est un bon point de départ, et cela semble reconnaître les causes sous-jacentes. Donc je ne sais pas. Pour l'instant, je suis optimiste. En tout cas, merci beaucoup d'avoir consacré une partie de votre samedi à discuter avec nous. Merci encore. Très bien.